General Motors, où General Motors dominait autrefois le monde. Aujourd'hui, son nom est Ferraille. Ce n'était pas qu'une entreprise automobile, c'était l'Amérique, sur roue, source d'emploi, de fierté et d'identité. Mais derrière le chrome et la carrosserie étincelante, la rouille s'était déjà installée. Comment le constructeur automobile le plus puissant a-t-il perdu le contrôle de sa marque et de son avenir? Dans cet épisode de l'Infographics Show, nous explorons la vraie cause de l'échec de General Motors. Alors, comment General Motors est-il passé de leader du secteur à la faillite? Eh bien, en 2005, les bénéfices ont chuté de près de 90%. En 2007, la part de marché de General Motors était tombée à 23%. Et seulement 2 ans plus tard, elle atteignait 19%, le niveau le plus bas de l'histoire de l'entreprise. Il semblait que General Motors s'était un peu trop reposé sur ses lauriers. Les dirigeants voyaient les ventes élevées de Cadillac et de Chevrolet dans les années 50 et 60. Et puis ils se sont simplement reposés sur leurs acquis. Cette arrogance ne venait pas de nulle part. Elle s'était construite sur des décennies de domination. General Motors a été créée en 1908, à Flint, Michigan. Elle est devenue l'une des marques américaines et mondiales les plus emblématiques. Il est difficile de surestimer à quel point General Motors était importante. À un moment donné, elle employait un Américain sur 200. Le chiffre d'affaires de l'entreprise équivalait à 3% du produit intérieur brut américain. Donc, quand General Motors a dit la fameuse phrase « Ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique », il n'exagérait pas. L'entreprise fabriquait des Chevrolet, Cadillac et Buick, parmi les voitures de sport américaines les plus célèbres. Selon les films, c'est là que la plupart des baby-boomers auraient été conçus. Dans les années 1950, General Motors détenait 46% du marché américain. L'entreprise dominait la fabrication automobile aux États-Unis. General Motors n'était pas seulement grande, mais aussi pionnière. En 1939, elle a lancé la première voiture au monde avec une transmission automatique, la direction assistée hydromatique de General Motors, les freins assistés et la suspension indépendante, également des innovations de General Motors. Les premières voitures que vous pouviez garer sans faire travailler vos muscles des bras. Elle fut la première entreprise automobile à actualiser chaque année les caractéristiques et le style de ses modèles. Cela a lancé la mode chez les Américains de changer de voiture tous les quelques années pour suivre leurs voisins. Cette tendance a aussi mené à la chute de General Motors, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Le marché automobile américain a évolué, de nouvelles préférences sont apparues. Les prix de l'essence ont grimpé, l'industrie innovait, tandis que General Motors restait inactif. Le principal problème chez General Motors, ce sont les voitures. L'embargo pétrolier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en 1973 et 1974 a marqué le début des vrais problèmes de la marque. Et pas seulement à cause de la hausse du prix de l'essence. Cela a soudainement fait prendre conscience qu'une forte dépendance au gaz et au pétrole étranger posait un réel problème pour les États-Unis. En 1975, les normes moyennes d'économie de carburant pour les entreprises, connues sous le nom de Corporate Average Fuel Economy, ont été instaurées en réponse. Pour limiter les voitures énergivores et la dépendance au pétrole étranger, le gouvernement américain impose aux constructeurs automobiles d'atteindre des objectifs précis de consommation et de réduire les émissions pour protéger la planète et la santé. General Motors était loin des nouveaux objectifs et devait atteindre 18 miles par gallon en 1978, à seulement 3 ans de là. Aujourd'hui, cela ne semble peut-être pas si mal. En 2020, la consommation moyenne de carburant pour les nouveaux véhicules était d'environ 25 miles par gallon. À l'époque, les voitures américaines consommaient énormément d'essence. Une Cadillac atteignait à peine 14 miles par gallon sur l'autoroute. Les Buick et Pontiac non plus. Atteindre cette norme impliquerait de repenser presque tout sous le capot. Pendant ce temps, des voitures internationales qui se vendaient rapidement, comme la Toyota Corolla, allaient déjà plus loin avec moins, dépassant les 30 miles par gallon sur l'autoroute. Alors que les automobilistes américains faisaient la queue dans les stations-service, les prix augmentaient à cause de l'embargo sur le pétrole. Personne ne voulait faire le plein tous les 2 jours pour voir son argent partir en fumée. Les ventes de voitures General Motors ont aussitôt chuté. Rien qu'en 1973, l'entreprise a licencié 86 000 travailleurs, dont 38 000 définitivement. Cela représentait environ 6% de l'ensemble de sa main-d'œuvre, disparue presque du jour au lendemain. Au premier trimestre 1974, les ventes avaient déjà baissé de 206% par rapport à l'année précédente. En moins d'1 an, General Motors a perdu sa place de société industrielle la plus rentable des États-Unis, remplacée par Exxon, qui profitait énormément grâce à l'essence.
Pour réduire le nombre de grosses voitures invendues qu'ils avaient en réserve, General Motors a décidé de convertir une plus grande partie de sa production à ces modèles plus petits, qui restaient populaires. Mais cela n'a jamais été au centre du modèle économique, ni de la réputation de General Motors. Malgré cette transition, General Motors produisait encore moins de petites voitures que Ford. L'embargo pétrolier levé, les ventes de General Motors ont légèrement rebondi. En 1975, les ventes de General Motors ont augmenté, mais seulement de 14%, car l'entreprise n'avait pas résolu son problème de fond. L'époque des longs muscles cars était finie. Les Américains voulaient du changement, mais General Motors ne réagissait pas. Dans les années 1970 et 1980, les constructeurs automobiles japonais connaissaient un grand succès sur le marché international. Toyota, Honda et Nissan, parmi d'autres entreprises, produisaient exactement le type de voiture dont les gens avaient besoin. À une époque de prix élevé du pétrole et d'urbanisation croissante, les voitures compactes et économes en carburant devenaient très à la mode. General Motors a conservé sa philosophie du « plus c'est gros, mieux c'est », bien après que les conducteurs américains aient changé. Bien sûr, certains gardaient une vieille Camaro ou une voiture musclée au garage, la sortant le week-end, mais ces véhicules devenaient de plus en plus impraticables pour un usage quotidien. Et cela, dès 1993. Marianne Keller, analyste de l'industrie automobile, a affirmé que General Motors montrait une résistance quasi pathologique aux grands changements dans la vie et les valeurs américaines. Ces changements influencèrent les achats automobiles. Les gens recherchaient pick-up, monospace, SUV compacts, des véhicules modernes, efficaces, au design épuré, mieux équipés et plus technologiques. Ironiquement, General Motors avait suscité ce désir de nouveauté, mais ne parvenait plus à suivre. Nulle part, la surdité de General Motors n'est plus évidente que dans l'effondrement de sa marque de luxe intermédiaire, Buick. En 1984, General Motors a vendu près d'1 million de Buick aux États-Unis. En 2005, malgré une population plus large, les ventes ont chuté de 70%, atteignant seulement 282 000. Buick, autrefois très connu, a subi la plus forte chute des ventes parmi les marques automobiles américaines, en raison de ses designs dépassés depuis un moment. Ils n'ont même pas commencé à proposer des SUV avant 2002. Les constructeurs étrangers surpassaient depuis longtemps General Motors sur les petites voitures économiques. À la fin des années 1980, Lexus et Infiniti, divisions luxe de Toyota et Nissan, ont attaqué le marché haut de gamme de General Motors, ternissant son image de luxe. D'autres marques de luxe internationales, telles que BMW, gagnaient aussi vite en popularité. Malheureusement, General Motors est resté endormi au volant. Dans les années 1980, Vista Group avertissait General Motors que les concurrents européens et japonais allaient en défi bientôt les dépasser. Le rapport recommandait à General Motors de produire moins de voitures, mais des modèles plus luxueux, performants et élégants. Le rapport de Vista Group adopte un ton presque apocalyptique sur l'avenir de General Motors, affirmant que l'on entend le bruit des blindés dans les banlieues. Peut-être la dernière attaque contre le bastion historique de General Motors, le marché du luxe. À défaut de crier, Toyota et Honda sont aux portes du château. Nous ne savons pas ce que ces sociétés d'études auraient pu faire de plus pour avertir General Motors, et la réponse de l'entreprise. Dan Gorel, alors vice-président de Strategic Vision, société d'études de marché pour General Motors, a raconté qu'un dirigeant de General Motors lui avait dit ne jamais s'être inquiété pour Buick. Selon eux, en vieillissant et en s'enrichissant, les gens prenaient du poids et achetaient toujours des Buick pour s'y asseoir. Ce n'était pas la stratégie commerciale solide attendue par les dirigeants de General Motors. Ce qui nous conduit au problème clé de l'entreprise. Tout son modèle économique a mené à son effondrement. Tout d'abord, il y a une déconnexion totale entre la direction et ses clients, ses employés, ses voitures, et tout ce que la direction devrait superviser. Le problème existe depuis des décennies. Une cadre financière qui a démissionné par pure frustration en 1987, Nancy Ruttering, a expliqué « L'attitude au siège était « Nous sommes General Motors, nous savons tout, nous n'avons pas besoin de changer ». Quand nous disons que les dirigeants étaient déconnectés du reste de l'entreprise, c'est au sens littéral. Au siège de General Motors à Détroit, les dirigeants travaillaient au 14e étage, isolés du reste de l'entreprise par des doubles portes électroniques. Ils avaient un garage privé au sous-sol, leur permettant d'accéder directement à l'étage des dirigeants. Les repas se prenaient aussi dans des salles privées. Oubliez les clients. Ils communiquaient rarement, même avec leurs concessionnaires, pourtant bien placés pour évoquer leurs préférences et aversions. Alors que l'entreprise s'enfonçait financièrement, ils restaient déconnectés des problèmes et des solutions possibles. Malheureusement,
Une solution de bon sens paraissait également hors de portée pour General Motors, car en période difficile, la plupart des entreprises réduisent leurs coûts. Mais General Motors ne pouvait pas, car l'essentiel de ses coûts était fixe. General Motors était de loin le plus grand des 3 grands constructeurs automobiles. En 2005, elle avait encore près de 335 000 employés contre 30 000 pour Ford, malgré des décennies de licenciements. À son apogée, la main-d'œuvre mondiale de General Motors dépassait 80 000 personnes. Donc, lorsque le marché automobile américain a commencé à s'effondrer vers 2005, General Motors a été le plus durement touché. Ses importants régimes de retraite et coûts de santé pour retraités dépassaient largement ceux de ses concurrents. À cause des contrats syndicaux stricts, la fermeture d'usines n'a pas permis d'économiser autant que prévu. Le problème remontait à des décennies. Dans les années 70 et 80, lorsque les ventes ont chuté et que General Motors a essayé de réduire l'entreprise, les ouvriers de l'automobile ont refusé de renégocier les avantages de santé pour les membres actuels et près de 40 000 retraités. Ces avantages augmentèrent d'environ 1 200 $, le coût de chaque voiture produite par General Motors. Après une perte de 4 milliards de dollars, en 2005, General Motors va supprimer 30 000 emplois et fermer 9 usines en Amérique du Nord d'ici 2008. Le syndicat United Auto Workers prévoyait des clauses de sécurité de l'emploi permettant aux licenciés de conserver partiellement salaire et avantages temporairement. Même lorsque General Motors a essayé de réduire ses effectifs, elle continuait à perdre de l'argent. Lorsque les représentants syndicaux ont été interrogés sur ce à quoi General Motors devrait plutôt se consacrer, le président local de l'United Auto Workers, Michael Rourke, a répondu qu'il devait concevoir des voitures qui se vendent, ce qui est juste. En dehors des conventions collectives, le modèle économique de General Motors était déjà une catastrophe. Un ancien élève MBA de Harvard a souligné le caractère fragmenté et décentralisé du modèle. Les départements et marques utilisaient des systèmes et processus très différents pour leurs tâches quotidiennes. Cela incluait des tâches comme soumettre des notes de frais, payer les fournisseurs et intégrer les employés. Ainsi, alors que General Motors payait les coûts liés à son immense taille en tant qu'entreprise, elle ne profitait pas autant qu'elle aurait pu des économies d'échelle. Chaque marque avait des contrats individuels pour les services et les matériaux indirects. Au lieu de cela, quand General Motors a voulu centraliser les opérations administratives, la plupart des unités commerciales ont refusé. Cela a fortement impacté la rentabilité de General Motors. En 2014, son résultat d'exploitation avant intérêts et impôts était d'environ 8% contre 155% pour Toyota. Il restait donc moins d'argent pour la conception et l'innovation. Maintenant ainsi, le problème des voitures dépassées et inefficaces, peu attrayantes pour la majorité des consommateurs. Sans parler du fait que le modèle économique, qui fonctionnait bien à l'origine pour General Motors, s'est finalement retourné contre elle, car l'entreprise a dû devenir plus petite et plus efficace face à une concurrence de plus en plus nombreuse. General Motors se vantait autrefois de posséder plusieurs marques pour divers consommateurs. Alfred Sloan, dirigeant de 1912 à 1956, souhaitait que General Motors offre des voitures pour tous les budgets et besoins. Un dirigeant a résumé les marques: Chevrolet pour la populace, Pontiac pour les pauvres fiers, Oldsmobile pour les aisés discrets, Buick pour les ambitieux, Cadillac pour les riches. Chaque marque visait un segment différent, augmentant la saturation du marché de l'entreprise. C'est pourquoi plus de la moitié des voitures américaines dans les années 1950 étaient produites par General Motors. Face à la concurrence et à l'évolution des préférences, l'entreprise a dû réduire la taille de ses voitures et les adapter aux attentes des clients. Les ventes de voitures d'une division General Motors nuisent souvent à celles des autres. General Motors avait aussi un fabricant interne de pièces. C'était la stratégie de l'entreprise d'assurer une intégration verticale totale. Ainsi, non seulement les clients pouvaient satisfaire tous leurs besoins automobiles chez General Motors, mais ils obtenaient également toutes leurs pièces et pièces de rechange auprès de l'entreprise. La majorité des concurrents avaient externalisé leurs pièces à des sous-traitants dès les années 1970. La concurrence pour les contrats permettait à des entreprises comme Toyota d'obtenir des pièces moins chères, souvent aussi bien ou mieux fabriquées que celles produites par General Motors en interne. General Motors n'a adopté cette stratégie qu'en 1999, lorsqu'elle a séparé son fabricant de pièces Delphi en une entreprise indépendante et a enfin commencé à rechercher des fabricants de pièces moins chers à l'échelle mondiale. Cela résumait le principal problème de General Motors. Elle n'était plus compétitive. L'entreprise a ignoré les tendances du marché et réagi avec des années, voire des décennies de retard. Enfin, General Motors a fait face à plusieurs scandales de défauts sur ses véhicules, ce qui n'a pas amélioré sa réputation.
Face à l'arrivée de voitures à traction avant étrangère, surpassant de nombreux constructeurs américains, General Motors a choisi de développer son propre modèle. Ils allaient répondre à la demande des consommateurs. À la fin des années 1970, General Motors a lancé le projet X-Car, un désastre total qui a nécessité l'intervention du gouvernement américain. Les X-Cars ont été conçus rapidement pour stopper la baisse de part de marché de General Motors. Elles devaient aussi aller à 4 marques General Motors, Chevrolet, Oldsmobile, Buick et Pontiac, sous des noms différents. Puisque la voiture serait partagée entre 4 divisions et devait arriver rapidement sur le marché, General Motors a décidé que ces divisions devaient l'autre collaborer à sa conception et à son ingénierie. Même si le travail d'équipe paraît idéal en théorie, quiconque a déjà participé à un projet de groupe avec des inconnus sait que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Si Pontiac fabrique la suspension arrière et Chevrolet l'avant, l'ensemble peut manquer d'harmonie. Étrangement, tester une nouvelle conception et fabrication de voitures en un temps record n'a pas bien marché. Au début, cela semblait être un succès. Les critiques ont donné des avis élogieux au modèle X-Body, mais les modèles qu'ils testaient étaient assemblés à la main, non conformes à la production, et General Motors avait pris un soin particulier à les perfectionner. Les clients n'allaient pas avoir cette chance, pourtant, le X-Body a-t-il affiché des chiffres de vente fantastiques lors de son lancement. Enfin, une voiture américaine qui concurrence les marques internationales. En 1980, Chevrolet a vendu 80 000 exemplaires du modèle X-Body Citation. Mais rapidement, les conducteurs ont constaté de la rouille sur leur voiture neuve dès la première année. L'intérieur commençait littéralement à tomber en morceaux. Des boulons tombaient par terre, des garnitures se détachaient en plein trajet, et les acheteurs commençaient à se demander si leurs voitures étaient même sûres. Le problème, ayant conduit au procès du gouvernement américain, concernait les freins. On peut tolérer des garnitures pendantes, mais les freins doivent absolument fonctionner. Malheureusement, de nombreuses X-Body de General Motors n'avaient pas cette qualité car leurs freins ont été conçus à la hâte. Cela bloquait souvent les roues arrière, surtout lors de freinages brusques ou forts. Cela a provoqué des milliers de plaintes, ainsi que des accidents et des morts sur la route. L'Administration nationale de la sécurité routière, ou National Highway Traffic Safety Administration, a poussé General Motors à lancer un rappel. Au lieu d'assumer ses responsabilités, General Motors a adopté une attitude enfantine, refusant de reconnaître et d'assumer l'incident. Sous pression, ils ont discrètement lancé un rappel volontaire de près de 47 000 voitures pour tenter de réparer les freins. Un second rappel volontaire a eu lieu en 1983, mais à ce stade, consommateurs et gouvernements américains étaient lassés. Le ministère de la Justice a poursuivi General Motors pour avoir indirectement causé la mort de centaines d'Américains et blessé de nombreux autres. En 1987, General Motors a fait rejeter le procès. Mais les nombreuses plaintes, combinées au procès intenté par le gouvernement, avaient mis une pression irréversible non seulement sur les modèles X-Body, mais aussi sur l'entreprise elle-même. Les gens appréciaient les voitures avec de bons freins. Les défauts, le procès, et la gestion catastrophique de toute la situation par General Motors ont contribué à accélérer l'effondrement du géant de l'automobile. Malheureusement, ce ne sera pas le dernier scandale touchant les voitures de General Motors. En 2014, il a été révélé que plusieurs modèles de General Motors avaient des commutateurs d'allumage défectueux, problème que l'entreprise avait caché. La dissimulation de l'entreprise a causé la mort d'au moins 120 clients de General Motors. Cela est survenu après que l'entreprise a reçu 495 milliards de dollars du gouvernement américain, via le programme Troubled Asset Relief Program, en 2008. Cela faisait partie d'un 80 milliards pour l'industrie automobile américaine, dont General Motors a eu la plus grande part. Selon le Centre de recherche automobile, cela a sauvé environ 15 millions d'emplois, mais a aussi coûté très cher aux contribuables. Lorsque le gouvernement américain a vendu les actions acquises lors du plan de sauvetage, il accusait une perte totale de 112 milliards de dollars. Que General Motors ait fait de telles erreurs après son sauvetage par des fonds publics n'a vraiment pas aidé son image ni sa réputation. Cependant, il faut reconnaître que la présidente-directeur générale relativement nouvelle de l'entreprise, Mary Barra, a plutôt bien géré le scandale public, au point où General Motors a pu se redresser et enregistrer des ventes records entre 2014 et 2016. Tout n'est peut-être pas perdu en 2024. Mark Reuss, président de General Motors, a présenté la nouvelle stratégie « Gagner avec la simplicité ». Elle vise à résoudre de nombreuses inefficacités de General Motors, notamment en éliminant plus de 2700 pièces uniques de ses véhicules. Selon Mark Reuss,
Cela rendra la chaîne d'approvisionnement plus efficace, accélérera la fabrication et réduira les coûts. Au troisième trimestre de 2025, General Motors a également largement dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices. L'entreprise a généré 49 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre, alors que les analystes prévoyaient 453 milliards de dollars de bénéfices. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts ajustés, prévu entre 10 et 12,5 milliards de dollars, est désormais attendu entre 12 et 13 milliards. Le résultat atteint le haut des estimations. Mais les perspectives à long terme restent peu favorables pour General Motors. L'entreprise a dépassé les attentes, uniquement parce que les analystes prévoyaient un impact plus fort des droits de douane et baisse des véhicules électriques sur les bénéfices. Le chiffre d'affaires de General Motors au troisième trimestre est resté stable, mais le bénéfice net a chuté de 57%, atteignant 13 milliards de dollars. Cela suit 10 ans de réduction chez General Motors. En 2017, General Motors avait vendu toute sa division européenne, cédant Opel et Vauxhall au groupe Peugeot Société Anonyme en France. Les fabricants de Peugeot et Citroën soutenant General Motors estiment que la baisse des bénéfices n'est pas si grave. Ce recul résulte surtout de lourdes charges dues au retrait de l'entreprise des véhicules électriques, après de nouveaux changements réglementaires. Avec l'assouplissement des règles d'émission de l'Environmental Protection Agency et la baisse des crédits d'impôt pour véhicules électriques. General Motors prévoit une perte de 16 milliards de dollars au premier trimestre 2026. General Motors avait en fait été à l'avant-garde de l'électrification de sa flotte, inspirée par le succès de ses concurrents dans le secteur des véhicules électriques et encouragée par la croissance des incitations mondiales en faveur d'un transport plus écologique. Désormais, elle a le plus à perdre, et ses problèmes de rappel ne sont pas finis. Aussi récemment qu'en avril 2025, General Motors a dû rappeler plus de 721 000 SUV et camions dans le monde entier. Ces voitures avaient des problèmes à moteur risquant une perte totale de puissance. Sans surprise, cela a causé des accidents, poussant General Motors à rappeler plusieurs modèles produits entre 2021 et 2024. Ce qui, on suppose, est mieux que les pratiques passées, consistant à dissimuler les problèmes et à ne pas lancer de rappel. Mais ce n'est toujours pas idéal. La chute de General Motors montre que même les géants peuvent s'effondrer, mais une autre icône américaine fait face au même destin. Regardez la véritable raison pour laquelle McDonald's échoue, pour comprendre pourquoi les arches dorées commencent à perdre de leur éclat, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.